Fini les championnats en Europe, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Barcelone, Bayern de Munich, Leicester, Juventus, Paris Saint-Germain, Fenerbahçe, tous sacrés champions et honorés par les supporters. Voilà l'information phare par laquelle nous démarrons l'édition de ce soir. Mais avant tout, voyons le sommaire. Football chez nous, 23e journée Ligue 1, Ligue 2 Pro. Football infrastructure, visite du stade Alassane Djigo par le ministre des Sports. Toujours en foot, Sénégal-Burundi, J-18, la CAF intervient. Rugby, fin de la saison 2016 avec la finale du championnat. Spécial Olympics, 48 heures de championnat national à Dakar. Enfin, sur l'international exit, tous les championnats et les lauréats sont connus. Voilà pour le sommaire de cette édition. Le développement après. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission RDV Sport que j'ai l'honneur de vous présenter en compagnie de Hassan Sen, bien sûr qui nous avait manqué la semaine dernière. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Les téléspectateurs t'ont réclamé. Un tout petit peu de... Ouais, je suis désolé, mais je suis là. Je suis là et je serai toujours là en compagnie de tes charmants téléspectateurs. Alors, il est là, justement, nous allons parler du championnat de Ligue 1 où rien n'est encore défini à 3 journées de la fin. Djambar qui avait l'occasion de prendre le large le week-end dernier a été accroché par Casasport. Et puis Gorée qui pointait du bout du nez est tombé à Louga et la Linguère explose face à Niaritali. On a perdu 3-0, je pense que le troisième but est pratiquement dans les arrêts de jeu. Voilà, je pense qu'on a eu ce moment ce moment difficile de 15 premières minutes là, où après voilà, il y a des choses que j'ai pas envie de dire. Donc voilà, je pense que voilà, moi mes joueurs ils ont fait ce qu'il fallait. Bon après voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est comme ça, c'est le football, on a perdu. On va retenir la belle victoire de l'adversaire à 2 joueurs. Donc voilà, on va retenir comme ça. Nous, on a dit qu'on était ambitieux parce que le résultat, ils étaient là. Mais voilà, on n'a jamais parlé de titre. Les titres, c'est vous, vous avez parlé du titre. Donc voilà, nous, on a dit, il nous reste 3 matchs, il y a encore 3 points. Non, si, on a cru. Mais bon, c'était pas l'objectif. Donc voilà, c'est pas... Il reste encore 9 fois à prendre, on va essayer de les prendre. Et puis voilà, pour bien finir la saison. Et c'est comme ça. Après la traversée du désert, nous retrouvons petit à petit l'équipe de l'année dernière, quoi. Donc, le travail qu'on a accompli en amont commence à produire ses fruits, ce qui fait que maintenant on a, disons, dépassé le cap des nuls, hein, des nuls, parce que l'équipe dans la phase offensive parvient à se procurer des occasions et les concrétiser, quoi. Ce qui nous faisait défaut pendant toute cette période-là. Donc aujourd'hui on peut... Finalement, comme on a les démons de la relégation sont derrière nous, je pense qu'on peut valablement viser le haut, quoi. Il reste encore 3 matchs, tout est possible. Mais valablement par rapport à ce qu'on a vu, on a eu les meilleures opportunités, on les a engrangés, on a engrangé les buts. Donc le match est désormais lancé. Les 2 coachs ont réagi, ils ont dit que rien n'est encore perdu, rien n'est encore défini. Selon vous, qui sera champion après ces 2 matchs? C'est de bonne guerre, il y en a encore perdu. C'est vrai que Djambar avait, comme tu l'as dit, la possibilité de creuser l'écart, de prendre 4 points sur son poursuivant immédiat, mais c'était sans compter sur la ténacité des Ziguinchorois qui, bizarrement, quand c'est chez eux pour faire l'affaire, ils ont quelques soucis, mais quand ils vont à l'extérieur, ils sont costauds. Dembara Matandia l'a dit. Pour revenir maintenant aux 2 entraîneurs qui sont Lamine Dieng et Bahloul, après que la Linguère aussi qui était bien postée, explose à Niaritali ici 3-0. Lamine Dieng promet une bonne course, une bonne fin de saison et Bahloul aussi dit que rien n'est joué.
Je suis un peu d'accord avec eux parce que bon, c'est pratiquement le statu quo. Gorée aussi avait la possibilité de faire quelque chose. Il nous avait gratifié de quelques séries de victoires. Mais à Louga, Karim Séga Diouf et Ndiambour se sont rebiffés. C'est encore, moi ce que je dis, hein, c'est encore charmant ce championnat-là. On ira au bout de nos émotions, au bout du suspense, jusqu'à pratiquement à la dernière journée. Où toutes les équipes se valent. Toutes les équipes se valent. Je ne pourrais pas encore faire de pronostic. Là, il faudra encore voir venir à 2 journées, à 1 journée. Je pense que c'est comme à peu près dans ce qui s'est passé dans ton annonce d'entrée en Europe. Beaucoup de championnats se sont terminés sur le fil, à part l'Angleterre peut-être et la France. Ça s'est terminé presque lors de la dernière journée. Bon, c'est tant mieux pour le suspense et les téléspectateurs. Rien n'est encore défini, mais en bas du tableau, Ngor est en difficulté. Il est en train de perdre du terrain, même si ce n'est pas encore définitif aussi. 4 points déjà, ça devient dangereux. C'était toujours 1 point, 2 points, mais bon, là, ils sont à 4 points du second relégable. Ça devient compliqué. Il faudra une grosse mobilisation, une grosse prise en main, mettre le bleu de chauffe aux parents ngorois pour que l'affaire ne leur échappe pas. Ça peut être difficile. Tout ça doit nous gratifier de 3 dernières journées de feu, de suspense et de beaucoup d'émotions. Et c'est ça qui fait marcher le sport. C'est ça qui fait marcher le sport. Parlons maintenant de Ligue 2 où depuis 2 journées, le Teungueth Football Club a validé son ticket. Mais il faudra encore patienter pour savoir qui sera avec eux en première division au moment où Génération Foot est en difficulté. Génération Foot, c'est enlisé dans le sable de Kébémer. Il leur faut juste 1 point qu'ils cherchaient l'autre week-end face à Dakar Sacré-Cœur. Ils ont littéralement pris l'eau. Bon, en allant à Kébémer, ils se sont même ménagés pour jouer la Coupe du Sénégal. Mais ils ont quand même joué 120 minutes jeudi avant de se déplacer à Kébémer où le Barguedj aussi règne souvent en maître. Le point, ils l'avaient jusque, je pense, à la dernière minute et ils prennent un 2e but. Il faudra encore patienter pour voir qui va accompagner Teungueth Football Club qui, lui, est en première division haut la main. Moi, ma question portera sur la suite à donner à la marche en avant du club, notamment Teungueth Football Club. Teungueth Football Club, la marche en avant, il faut continuer à être structuré, organisé, ambitieux comme ils l'ont été un peu partout. Et puis après, faire l'apprentissage de la L1 et rester aussi dans cette dynamique. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas arrêter une marche en avant, surtout qui a été... Quand on sait aussi qu'ils ont survolé la D3, D2, et puis c'est beaucoup de pression. Ils ne se sont pas arrêtés en division nationale. Quand ils sont montés en division 2 aussi, là, on s'inquiétait. Génération Foot, c'était un candidat sérieux, mais ils ont rapidement assurer l'essentiel, c'est-à-dire la montée. Il faudra forcément aussi continuer à être dans cette dynamique, dans cette lancée pour faire bonne figure en première division aussi. La ville de Rufisque en première division relevait presque de l'impossible. Du coup, beaucoup de clubs rufisquois naviguaient dans les divisions inférieures. Teungueth Football Club va-t-il dans le sens de fédérer tous les clubs pour un club fort? Bon, ça, c'est une question qu'on posera peut-être aux dirigeants de Teungueth Football Club, notamment au président. Mais la logique, bon, c'est vrai que aussi, tu l'as rappelé, ça fait des lustres qu'on n'entendait plus parler de saltigués qui jouaient en première division. La ville de Rufisque, une des 4 communes du Sénégal, les premières, Dakar, Rufisque, Saint-Louis et Gorée, doit normalement être représentée dans l'élite. Maintenant, à Teungueth Football Club, ils sont de Rufisque, les autres clubs sont à Rufisque. Maintenant, on est en première division. Moi, je dis bien moi, à la place des dirigeants de Teungueth Football Club, je tends la main à tout le monde, qu'on ait un club fort à Rufisque, qu'on puisse éviter ce qui est arrivé à la ville de Thiès et à d'autres localités. Thiès aussi, qui faisait les beaux jours du football, depuis, n'a pas d'équipe en première division. Heureusement que maintenant, Thiès s'est élargi à Mbour pour qu'il y ait les équipes de Mbour. Mais si on s'arrête juste dans la localité de Thiès, où il y avait le RAI, le COT, il y avait tous ces grands clubs, il n'y a plus de clubs en première division. On tentera d'avoir le président Babacar Ndiaye sur le plateau, lui répondra à cette question. D'accord, et l'union fait la force, comme on dit. Football toujours, mais cette fois-ci infrastructure. Le ministre des Sports était en visite au stade Alassane Djigo de Pékin pour apprécier l'avancement des travaux. Je vous invite à suivre sa réaction.
C'est une visite que je viens d'effectuer ici à Alassane Djigo, comme on a l'habitude de le faire, pour suivre nos travaux. Et dans le département de Pikine, surtout dans la banlieue, en dehors de l'arène nationale, la deuxième infrastructure extrêmement importante qui a attiré l'attention du gouvernement, c'est le stade Alassane Djigo. Nous nous rappelons des complaintes de l'AS Pikine, des sportifs de Pikine, et demandant au président de la République de pouvoir les accompagner parce que Pikine ne disposait plus d'infrastructures sportives. Le président nous avait instruit d'accompagner le stade Alassane Djigo, non seulement accompagner pour augmenter la capacité d'accueil, mais aussi refaire l'éclairage sportif, le gazon, et en réalité reprendre en main cette belle infrastructure. Aujourd'hui, c'est notre deuxième visite depuis que le chantier est ouvert. Nous sommes venus constater le niveau d'éclairage sportif. L'éclairage sportif est extrêmement important et on ne pouvait pas attendre la fin des travaux pour réceptionner et prendre les clés globalement sans partiellement venir voir effectivement ce qui est en train d'être fait. On a l'habitude de le faire, on l'a déjà fait avec le stade Léopold Senghor pour constater effectivement ce qui se faisait. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers de voir que le travail est bien fait et que la notion d'économie d'énergie a été prise en compte parce que c'est des projecteurs qui ont un système aujourd'hui et ça permet en tout cas aux utilisateurs de voir combien de projecteurs ils voudront allumer. Il est possible d'allumer 3 projecteurs, 6 voire 9. Donc il y a possibilité d'économiser de l'énergie. En dehors de ça, cette mobilisation avec les collectivités locales, les élus du département de Pikine, cette mobilisation démontre tout simplement l'engagement de l'ensemble de la communauté. Parce qu'au-delà de ce travail, quand on aura inauguré ce stade-là, la gestion sera de rigueur. Il faut avoir un bon comité de gestion. Il est possible parce que nous avons intégré les caméras de surveillance. Ça permettra de bien surveiller les alentours et à l'intérieur du stade. J-18 pour Sénégal-Burundi. Axan, la CAF intervient décidément. Ah, il fallait qu'ils interviennent. Les Burundais ont failli nous mettre en difficulté en nous amenant dans un terrain hyper compliqué, inaccessible pratiquement. J'ai vu après la mission avancée de la fédération, du ministère et du sélectionneur quand ils sont revenus, pour faire 70 km, on met presque 1h30 dans des ruelles bourrées de flaques d'eau où un bus à la limite même ne peut pas arriver, un stade presque inadmissible. Les fédéraux ont réagi, ont écrit à la CAF parce qu'il y a eu des manquements. Bon, ça ne fait pas très sportif qu'on veuille mettre en difficulté l'équipe du Sénégal, mais c'est bien que la CAF soit intervenue. On l'a appris hier dans leur site où ils ont précisé que le match se jouera à Bujumbura. Tant mieux pour nous. D'ailleurs, même le président de la Fédération sénégalaise de football, le maître Augustin Senghor, avait promis que la fédération allait faire de son mieux pour sortir les Lions de ce guêpier. Ah ben ouais, c'était nécessaire, c'était obligatoire parce que bon, généralement nous aussi, on était les plus tendres, les plus gentils, on se laissait faire, on acceptait tout, mais il est révolu maintenant ces périodes où sciemment, on mettait en difficulté l'adversaire pour pouvoir avoir gain de cause. Donc, je pense qu'il faut gagner sur la pelouse. De toute façon, Ali Cissé, Ablaye et Augustin, ils avaient tous promis de prendre toutes les dispositions. Si on nous amenait même dans une tanière, en bon lion, on aurait combattu. Bon, mais là, heureusement qu'on nous met dans la capitale, pelouse synthétique, où franchement, à la descente d'avion, on est où il faut jouer. C'est tant mieux pour le match et c'est tant mieux pour les bonnes conditions qui permettront au Sénégal de chercher juste le point qu'il nous manque pour être qualifié pour la CAN. Suivons d'ailleurs la réaction de maître Augustin Senghor qui s'est prononcé sur le sujet. Au terrain qu'il nous propose pour jouer, parce que jusqu'à présent, le Burundi recevait à Bujumbura, donc dans un terrain synthétique. Mais quand nos missionnaires sont allés là-bas, à notre grande surprise, il paraît qu'ils nous ont amenés à 60 km de Bujumbura. Alors que dans la lettre de saisine de la CAF et de nous-mêmes, ils nous avaient dit qu'on allait jouer sur un terrain synthétique. On s'est retrouvé à jouer
semble-t-il, en tout cas, ils nous ont proposé un terrain qui est un terrain en gazon naturel, mais où le gazon naturel n'existe que de nom. Rugby, à présent, la saison s'est clôturée avec la finale qui opposait Diambar aux militaires de l'ASFA. À cette occasion, nous avons accroché le président de la fédération qui dit être très satisfait suivant sa réaction. C'est une belle finale. Tout à l'heure, on a vu la finale de la deuxième division qui a opposé notre équipe nationale junior à l'équipe de Saint-Foul-le-Score avec une belle victoire de l'équipe nationale junior. C'est une fierté pour nous parce que nos juniors vont bientôt disputer la Coupe d'Afrique. Et là, c'est la finale entre peut-être les deux équipes les plus costauds du Sénégal, à savoir l'ASFA et les Diambar, qui ont déjà 9 titres à leur actif. Et les Diambar, l'ASFA espère bien enfin leur ravir le titre. Tout s'est bien passé. Maintenant, on attend la saison internationale, puisque l'équipe nationale 1, qui n'est composée que des CNF, c'est un peu comme au foot ici, qui va jouer à Madagascar à la Coupe d'Afrique. Ensuite, les juniors vont aller au Maroc faire la Coupe d'Afrique. Et enfin, les filles, parce qu'on a quand même des filles qui sont assez fortes, qui vont jouer la Coupe d'Afrique au Zimbabwe. Mais on a eu quand même quelques problèmes d'infrastructure. On a toujours des problèmes de terrain qui se posent. Bon, heureusement, l'armée française et l'armée sénégalaise nous prêtent leur terrain, de Bel Air et de Wakam. Mais le problème, c'est que quand on joue sur les terrains militaires, on n'a pas de spectateurs. Mais là, depuis un certain temps, grâce au nouveau chef du stade, Iba Mar Diop, qui est un militaire aussi, M. Tomban, que je remercie au passage, et grâce aussi au ministre des Sports qui est intervenu, on peut rejouer régulièrement au stade Iba Mar Diop. Et ça, c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour nous. Au niveau de la petite catégorie, on a 4500 gosses qui jouent dans toutes les banlieues, que ce soit Pékin, Guédiawaye, Yumbel, Yoff, Parcelles. Ensuite, maintenant, on en a pas mal aussi sur la petite côte. Sali, Saumon, Nguéhor, Diofor, Simal. Et bon, ça fait à peu près 400. Et beaucoup de Nianing. Nianing, maintenant, on commence à avoir beaucoup de joueurs. On a également Joal. Bon, je pense que c'est bien parti. Et je pense que ça portera ses fruits. Et dans 3-4 ans, vous verrez que je pense que le rugby sera bien connu ici. Ça fait quelque chose, hein, une fille arbitre et qui a 16 ans. Ben non, Maître Guedel peut-être n'a pas eu le temps de revenir sur tout ce qu'on fait pour le développement du rugby au Sénégal. Ils ont pénétré les écoles, ils ont ramené aussi la junte, les filles. Et celle-là, elle est là dans ce truc-là depuis quelques années. Je signale qu'elle n'a que 16 ans, elle est junior, mais déjà elle est internationale junior parce qu'elle joue aussi. Hein. Elle joue et elle a toujours aimé la chose. Son arbitrage, si on avait le temps de revoir tout le match, il n'y a pas eu beaucoup de contestations. Non, du tout. Hein. Elle a dirigé sa partie de main de maître. Eh ben, chapeau, parce que ça aussi, je l'ai un peu appris de Maître Guedel. On est en train de tout faire, de la former, de parfaire son anglais, de parfaire ses langues pour qu'elle soit la première arbitre internationale femme à rugby au Sénégal. Mais les femmes aussi commencent à s'y mettre. Ça joue au rugby très tôt dans les écoles, mais c'est déjà bien. Ils font pas beaucoup de bruit le rugby, c'est ce que je leur dis, mais il faut énormément de boulot. Et là, ils sont en train de revendiquer même une bonne place en Afrique. Je rappelle que du 8 au 15 juin, ils seront à Madagascar pour un tournoi international, où au sortir de ça, si ça se passe bien, ils feront partie des 4 pays africains les mieux cotés qui auront le droit de jouer les qualifications pour le mondial. C'est déjà ça. Effectivement, moi, je suis tombée amoureuse de ce sport. Hein. C'est vraiment passionnant. Je n'ai pas l'habitude de suivre tout le temps, mais c'est vraiment passionnant. Un peu rugueux quand même. mais c'est un sport d'homme et c'est un sport loyal. Voilà. En rugby, on ne triche pas. On y va vraiment en guerrier. Ils ont des valeurs en rugby que vraiment, si on pouvait les transposer dans d'autres sports, on sera de bons combattants. Signalons que Diambar est champion avec son 9e titre consécutif. Ça se passe que pour Diambar. Ça aussi, on nous aurait appris que généralement les clubs forment et après Diambar prend. Mais ça, le président Guedel nous a dit c'est un mauvais procès.
Djambar, ils sont beaucoup plus structurés. Ils ont pris un pas d'avance sur les autres clubs. Mais on retient que Yoff, Yeumbeul et Guédiawaye sont en train de s'organiser pour venir titiller un peu Djambar, sans oublier les militaires de la SOA, qui ont fait quand même bonne figure dans cette finale. Ça se développe et ça étend ses tentacules, le rugby. Je vais m'y mettre, c'est sûr. Allez, spécial Olympics maintenant. C'était donc la 7e édition des championnats nationaux avec 465 athlètes venus des régions de Bignona, Fatick, Kaolack, Kolda, Mbour, Saint-Louis, Kaolack, Thiès et Dakar, bien sûr, se sont affrontés en athlétisme et football. Entre autres, en athlétisme, les distances de 58, 80, 100 et 200 et 800 mètres, on a vu un public vraiment... le public a répondu déjà massivement. Il faut magnifier déjà l'organisation de cet événement-là, déplacer des délégations des autres régions, les amener à Dakar dans un sport assez spécial, comme le nom l'indique, le Special Olympics. Chapeau à la cheville ouvrière de cette structure, Madame Rajassi, qui ne ménage aucun effort pour ramener tout le monde, les regrouper ici pendant 48 heures, que les athlètes rivalisent d'ardeur et d'adresse. Franchement, moi, je suis assez ému et les gens qui étaient là-bas aussi, que j'ai rencontrés, le public est venu répondre présent parce qu'il faut les épauler, leur montrer qu'ils sont comme tout le monde et que juste cet handicap-là ne soit pas un frein pour qu'ils vivent comme tout un chacun. Cap sur l'international après la pluie, c'est le beau temps, éclaboussé un temps par d'énormes scandales. La FIFA, avec son nouveau président, veut insuffler du sang neuf. Eh bien sûr, le Sénégal est à l'honneur. Une grande part du gâteau avec la nomination de Madame Fatmata Diouf Samoura. Âgée de 54 ans, Fatoumata Samoura est titulaire d'une maîtrise en anglais et en espagnol acquise à l'Université de Lyon, d'un diplôme de master spécialisé en commerce et relations internationales de l'Institut d'études supérieures spécialisé de Strasbourg en France. Elle parle couramment l'anglais, l'espagnol, l'italien et le français. Madame Samoura a travaillé dans le secteur privé sénégalais. En effet, avant de rejoindre les États-Unis, elle a travaillé pendant 8 ans dans le secteur du commerce, des engrais et autres intrants chimiques aux ICS, puis coordonnatrice humanitaire de l'ONU au Nigeria. Une femme forte et expérimentée, la Sénégalaise est rompue aux tâches managériales qui l'attendent à la FIFA, où elle occupera une fonction centrale en tant que secrétaire générale. La diplomate est dotée d'une grande personnalité, a l'habitude de gérer de grandes organisations et des budgets importants, aussi très proche du monde du football. Madame Samoura l'est parce que son mari et lui aussi est dans le monde du foot. Hassan, Fatmata Samoura, ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai cherché à la connaître. Les gens pensent qu'elle est novice dans le sport, mais non. Ah non. Elle est comme tous les Sénégalais, toute bonne Sénégalaise, forcément issue d'une famille de foot. Moi qui ai fait un peu Thiès, j'ai connu son grand frère qui était défenseur central dans une équipe navétane très cotée, tandem de Thiès. Elle en a parlé. Elle a fait l'école avec Chersek, ancien gardien du Sénégal, Caire 86, actuel président du Jaraaf, vice-président de la fédération. Elle-même, son mari, était responsable dans l'équipe de Dial Diop de Dakar. Ça veut dire qu'elle a toujours baigné dans le milieu. La preuve, elle a rencontré Infantino quand elle allait supporter le Sénégal à Antananarivo. Exactement, parce que d'après les Échos, c'est une fervente supporter des Lions aussi. Elle est forcément sport. Après, derrière, c'est une grosse tête, c'est une bonne intellectuelle. Elle a eu à fréquenter quelques institutions internationales. Elle peut amener ce qui n'y était pas, parce que déjà, comme tu l'as dit, éclaboussé par des scandales, on s'est dit, tous ceux qui étaient dans ce système peuvent être un peu entachés. Elle qui vient toute nouvelle, qui sort d'un autre milieu qui n'est pas le sien, elle aura un autre regard et puis elle sera préparée parce qu'elle sait qu'elle arrive à un moment où la FIFA, il faut vraiment remettre de l'ordre. Tant mieux pour nous,
pour vous, sénégalaises, femmes, femmes africaines. Chapeau et vraiment bon vent, madame. D'ailleurs, le Samoura. ministre des Sports a réagi aussi. Hein. Je vous invite à suivre sa réaction. C'est une fierté, comme le président de la République vient de le dire, et je pense que c'est une compatriote qui fait honneur à notre pays, mais qui fait honneur aussi à la femme sénégalaise, à la femme africaine et l'ensemble du continent africain. C'est extrêmement important parce que le contexte est important. Ce n'est pas une nomination qui vient comme ça parce que tout se passe bien. La FIFA a besoin d'être réorganisée. Et dans cette phase de réorganisation, dans cette lutte contre la corruption, si le président de la FIFA porte son choix sur une compatriote, je pense que c'est l'honneur des sportifs sénégalais. Et nous tous, nous devons nous mobiliser pour être à ses côtés. Et être à ses côtés, surtout les présidents de fédération, l'Afrique, les grands dirigeants doivent continuer à bien gérer d'abord, parce que le premier signal, c'est combattre ici, à notre niveau, la corruption pour pouvoir l'accompagner. Tenir notre administration, et ça, je pense que tout un chacun devrait le comprendre. Et il faut aussi tirer un chapeau aux sportifs sénégalais, parce qu'on a facilité le choix au président de la FIFA. Si le Sénégal était un pays où il y avait beaucoup de problèmes, où l'État ingérait dans les affaires de la fédération, où il n'y avait rien de construit, je pense que le choix pourrait se faire, mais ça sera un choix extrêmement difficile. Mais l'État du Sénégal, la fédération de football, tout ce qu'on est en train de faire, je pense que facilite le choix, en tout cas au président de la FIFA. Et comme je l'ai dit, mobilisons-nous, accompagnons cette compatriote pour qu'elle puisse réussir cette noble mission. Vraiment de quoi espérer pour le Sénégal, pour le monde du foot, mais aussi pour les femmes, comme dit le ministre. Okay. En France, Zlatan Ibrahimovic quitte le Paris en battant le record de Carlos Bianchi. Et comme il dit, il est venu comme un roi et il part comme une légende. Ouais, ben ça, c'est du Zlatan Ibrahimovic. Bon, chapeau pour tout ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain. 4 années successivement champion, successivement quart de finaliste Ligue des Champions. Lui, meilleur buteur presque tout le temps. 2 ou 3 fois, il a été joueur de la saison. Là, il bat un gros record vieux, si je ne m'abuse, d'une trentaine ou de 40 ans de Bianchi, qui était meilleur buteur du PSG. Mais attention, il faudra quand même signaler que le championnat de France a connu des meilleurs buteurs qui n'étaient pas au Paris Saint-Germain, notamment l'Africain Salif Keita, lui qui a été second. Plus de 40 buts. 42 buts, Salif, mais il y avait un autre Suédois, Skoblar, lui qui avait presque 44 buts, qui a joué à Marseille. Mais c'est tout à son honneur à Zlatan Ibrahimovic. Et puis bon, les Français aussi le lui ont bien rendu. Il a permis de faire une fête, entre guillemets, un peu n'importe comment. Parce que le Paris Saint-Germain change 3 joueurs, les changements sont terminés. À 10 minutes après le coup d'envoi, on a arrêté la partie pour l'applaudir. C'est bien, c'est sympa. Mais après que Zlatan se permette, lui, d'arrêter la partie, de se remplacer tout seul, de faire rentrer ses enfants, c'est vraiment un roi. En Espagne, il a fallu attendre la toute dernière journée pour que Barcelone gagne sa 16e Liga avec à la clé un triplé de Suarez. Suarez était là. De l'autre côté, le Real de Madrid aussi jouait et croyait en ses chances. Cristiano Ronaldo a marqué des buts. Mais bon, c'était prévisible quand même. Le Real, une pensée par-ci, une pensée par-là, parce qu'il y a la finale de la Champions League à préparer. Et il savait que le retard là, il aurait fallu un cataclysme pour que Barcelone n'y arrive pas. Bon, Suarez, qui est potentiel Ballon d'Or, parce que qui du coup devient le meilleur joueur. Ouais, meilleur joueur de la Liga, et même qui va aller revendiquer à un peu bouleverser la hiérarchie préétablie entre Messi et Cristiano Ronaldo depuis des années. Heureusement que l'affamé Suarez est venu et il en a montré des vertes et des pas mûres.
En Angleterre, Ranieri fêtait à Stamford Bridge pendant qu'à Old Trafford, peur et panique étaient au rendez-vous et ont fait reporter le match d'ailleurs. Ouais, dernière journée assez spéciale. Bon, en Angleterre, c'était déjà fait. Leicester était déjà champion très largement, mais il y avait un peu une rivalité de Londres entre Arsenal et Tottenham. Oui. Tout le monde jouait. Pendant ce temps, comme tu l'as dit, Ranieri, il a été célébré à Chelsea parce que on rappelle que Ranieri a été entraîneur de Chelsea, même si ça n'avait pas bien marché. Là, il va à côté, il est champion haut la main parce que Ranieri, pour une équipe qui vient de monter et qui s'est battue pour le maintien la saison dernière, dépasser le deuxième de 10 points. Parce qu'à l'arrivée, ils ont 10 points d'avance sur Arsenal. Arsenal qui était pas bien il y a quelques journées. Arsène Wenger, même chahuté des banderoles, ont réclamé son départ. Oui. Heureusement que lui, il bat le rival. Parce que Arsenal gagne Tottenham, ça vaut un championnat. Pour te montrer un peu la rivalité qu'il y a du côté de la capitale à Londres. Arsenal donc qui gagne Aston Villa 4-0. Olivier Giroud en profite lui aussi pour régler des comptes parce que dans la sélection française, on avait dit un peu qu'il n'avait pas le niveau de l'euro pour faire gagner l'euro. Il marque un triplé ce jour-là pour dire aux gars, attention, j'arrive. Arsène Wenger est fêté par les supporters, il fait même un tour d'honneur. Lui aussi, il règle son problème. Tottenham est largué à la 3e place. Et pour revenir à Manchester United, il y avait un match entre United et City à distance. Donc City jouait à Swansea, United recevait Bournemouth. Il fallait que City perde et que United gagne. Mais malheureusement, il y a eu un incident, il y a eu une alerte à la bombe. On a aperçu un colis suspect et du coup, un peu de panique, bien calmé. On l'a passé en direct, nous, parce que c'était notre match du week-end. Oui. Bon, malheureusement, on a été obligé d'évacuer le public, les footballeurs et reporter ce match ce soir-là. Mais ça n'avait plus beaucoup d'enjeux parce que City a pris le point qu'il fallait à Swansea. Donc, United ne peut plus les dépasser, mais ils vont se battre pour aller jouer l'Europa League. Bon, c'est dommage. En Allemagne, Guardiola s'en va du Bayern avec le titre de champion et puis notre compatriote Djilo Bodji sauve son équipe. Oui, Guardiola s'en va, c'est sûr, c'est clair, il va à Manchester City. Il fallait au moins, au minimum, donner le titre de champion au Bayern de Munich. Je peux d'ores et déjà dire qu'il est fêté, mais c'est une grosse déception pour le Bayern parce qu'eux, ils luttaient pour la Champions League, ils luttaient pour un triplé ou un quadruplé. Mais Guardiola, avec beaucoup de difficultés, s'en va quand même avec le titre de champion d'Allemagne. Bon, c'est le moindre mal, on s'en contentera, mais on voulait un peu plus. J'espère qu'il aura une autre main plus heureuse du côté de City pour les amener là où ils se sont arrêtés. Il avait d'ailleurs signé son contrat. Depuis quelques mois, ils ont même un peu déstabilisé le coach de l'autre côté, mais bon, c'est la mode maintenant, ça se fait. Mais nous, le fait qui nous intéresse, c'est que Wolfsburg était presque relégable. Le but de Papy Mison Djilo Bodji sauve son équipe. Chapeau pour le Sénégalais et attention, coucou, il faut qu'on se rappelle de lui. Il s'est signalé, il a eu des difficultés justement à Chelsea où il n'a pas pu jouer, mais aller rebondir de l'autre côté de la Bavière et faire ce grand résultat lors de cette dernière journée, tant mieux pour le Kaolakois. Et mesdames et messieurs, c'est sur ces images que nous bouclons cette édition de ce soir. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à la réalisation. Merci à vous aussi. Merci Hassan. C'est moi. On vous donne un rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.